une infraction coûteuse pour l'État et les citoyens. Alors, qui vole les biens de l'État? L'enquête menée par Garibou Pérou nous édifiera en fin de journal. En sport, au football, le préparatif Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar 2025. Les Aiglonnais du Mali ont quitté Bamako pour Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Et pendant ce temps, ici à Bamako, le tournoi U17 de la zone A de l'UFOA. La finale opposera le Sénégal et le Mali. Actualité hors de nos frontières, l'Union africaine n'a pas tardé à réagir après la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar. Dans un communiqué publié hier, l'Union africaine a suspendu la grande île de ses institutions avec effet immédiat. Et pendant ce temps, aux États-Unis, plus de 4000 limogeages de fonctionnaires décrétés par le président américain Donald Trump ont été stoppés hier par une juge fédérale saisie par les syndicats de la fonction publique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Ce jeudi, Tombouctou accueille pour la première fois le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette visite officielle très attendue s'inscrit dans le cadre de la relance du développement régional. Plusieurs projets seront lancés à cette occasion, traduisant l'engagement du gouvernement pour le renforcement des infrastructures et de la gouvernance locale. Il est prévu la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles, les activités du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou, entre autres. Déjà, les autorités accompagnées des populations saluent cette visite du chef du gouvernement et sa forte délégation. Reportage Najim Baba Sissé. Tombouctou, cité des 333 saints, se prépare à accueillir une visite de haute importance. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, est attendu dans la ville pour donner le coup d'envoi à une série d'activités aux dimensions à la fois symboliques, sociales et économiques. Au cœur de cette visite officielle figure un geste fort, la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Longtemps réclamé, cet espace dédié aux autorités coutumières marquera une reconnaissance officielle de leur rôle et de leur place dans la société malienne. Il s'agit d'un acte symbolique fort, destiné à honorer ces figures de sagesse, dépositaires des valeurs ancestrales et du tissu social local. Maman Ali Touré, porte-parole des légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou. Jamais de mémoire d'homme. Un pouvoir central n'a autant donné de considération pour les légitimités traditionnelles. Autre point fort de la visite, le lancement des travaux d'extension et de modernisation de l'hôpital de Tombouctou. Établissement de deuxième référence, l'hôpital joue un rôle vital pour la région, prenant en charge des patients venant non seulement de Tombouctou, mais aussi des Taoudeni. Face à la croissance des besoins sanitaires, les attentes sont immenses du côté des responsables de la santé. Dr Djibril Kassogué, directeur général de l'hôpital de Tombouctou. Une telle nouvelle ne peut que s'aimer la joie dans notre cœur, va nous permettre à terme d'avoir un hôpital assez spacieux, un hôpital bien équipé. Les services continuent à être offerts pendant les travaux. Isiaka Nazoum, président de la délégation spéciale du conseil régional, président du conseil d'administration de l'hôpital de Tombouctou. L'arrivée du Premier ministre va encore mettre l'accent sur cette considération que les autorités ont pour la région et pour les populations de Tombouctou. Enfin, la visite gouvernementale prendra une dimension économique avec le lancement officiel du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. Dans une région où l'agriculture reste un pilier essentiel de subsistance, ces plaines représentent l'espoir pour ces centaines d'exploitants. Mahaman Goubi, président de la coopérative agricole de Daï. C'est un ouf de soulagement pour la région de Tombouctou. Les trois plaines-là, c'est les plaines qui fixent nos populations. Nous sommes très fiers de cette arrivée-là. Les autorités régionales affichent déjà une satisfaction incommensurable puisque c'est la première fois que le Premier ministre arrive à Tombouctou depuis sa nomination. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Ce sera l'occasion pour nous présenter la région d'une manière globale, défis que la région rencontre. Il s'agit surtout des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Le Premier ministre aura l'occasion de s'assurer de l'évolution des préparatifs de cet événement d'envergure nationale. S'assurer encore comme projet, comme activité au profit de la région de Tombouctou. Cette visite s'annonce donc comme un tournant pour Tombouctou, à la croisée de chemin entre mémoire, santé, modernisation et développement agricole. Le message est clair, renforcer les fondements sociaux
tout en jetant les bases d'un avenir plus prospère. Tombouctou Najim Baba Sissé Alou Koulibaly pour l'ORTM. Dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble des sites miniers de la commune rurale de Tahaka, région de Gao, le commandant du théâtre Est de l'opération Durukoloko était face à la presse. Sur place, il a fait un communiqué sur la réglementation de l'exploitation du site d'orpaillage de Tahaka. Je vous propose d'écouter le général de brigade Mahamadou Massaoulé Samake au micro de Ali Idrissa Maïga de ORTM Gao. Le Conseil des ministres, dans sa session ordinaire du 24 août 2024, a adopté un projet de décret portant attribution d'un permis de recherche d'or à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minières du Mali, la SOREM Mali SA, sur les périmètres de Ntaka, dans le cercle de Intilit, région de Gao, sur une superficie de 97,41 km². De la date d'inscription et de publication de ce décret au journal officiel, et pour des raisons d'insécurité fortement signalées dans la commune de Ntaka, et particulièrement sur les sites indiqués, la SOREM éprouve d'énormes difficultés à s'implanter dans la zone pour commencer son travail d'exploitation. Jusqu'à nos jours, le site de Ntaka reste exploité par des particuliers maliens et autres ressortissants de la sous-région. Nous avons également constaté sur les sites d'orpaillage de Ntaka la présence et une forte influence des groupes armés terroristes qui imposent la loi et qui exercent de fortes pressions sur les populations en les imposant des impôts et des taxes. Or, les sites aurifères de Ntaka génèrent d'énormes mannes financières qui ne profitent guère à nos institutions. Pour ce faire, sur instruction des plus hautes autorités du pays et dans le cadre de l'exercice des missions régaliennes des FAMA, particulièrement du théâtre Est, nous allons procéder à la restauration de l'autorité de l'État dans la commune de Ntaka, dans sa globalité en un premier temps, et très particulièrement sur les sites miniers qui correspondent aux 97,41 km² dédiés à la SOREM. Pour ce faire, depuis quelques jours, des communiqués radio ont été diffusés sur les antennes régionales et dans les différentes langues, demandant la cessation immédiate de toutes les activités d'exploitation sur les 10 sites et dans un délai bien déterminé dans les deux communiqués. Passé ce délai, tous les contrevenants s'exposeront à des sanctions conformément aux lois et réglementations en vigueur. S'exprimer à l'instant au micro de Ali Idrissa Maïga, Mamadou Massaoulé Samake. Il est également le général de brigade, bien sûr, et commandant du théâtre Est de l'opération Durukoloko. AES, actualité. Diplomatie régionale, la coopération entre le Burkina et le Ghana se renforce. Ouagadougou abrite la rencontre préparatoire de la 13e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Les experts examinent la mise en œuvre des accords signés en 2018 et explorent de nouvelles pistes dans des domaines prioritaires, notamment la sécurité, le commerce et l'agriculture. Le compte-rendu de Awa Ouedraogo de la radio du Burkina. C'est parti pour 3 jours d'échange entre experts de la République du Ghana et du Burkina Faso. Ils vont ainsi renforcer un partenariat vieux de plusieurs décennies dans des domaines stratégiques comme la sécurité, le commerce, l'agriculture ou encore l'énergie. Pour le chef de la délégation des experts du Burkina Faso, Saïdou Zango, cette rencontre préparatoire marque une étape importante avant la session ministérielle. Il s'agit de révisiter les engagements pris à la dernière session en 2018 à Accra, d'évaluer leur mise en œuvre et de proposer de nouveaux accords axés sur le développement économique et social, indique-t-il. Du côté ghanéen, la délégation conduite par le chef des experts Alexander Grant-Trakoa salue l'importance de cette commission mixte de coopération.
une plateforme stratégique d'échange qui permet de consolider davantage les relations entre les deux pays frères. Les discussions, précise-t-il, portent sur plusieurs secteurs d'intérêt commun. Nous devons être ambitieux et pragmatiques pour des décisions concrètes au profit de nos populations, souligne le chef de la délégation des experts ghanéens. Cette 13e session se veut donc un cadre de réflexion et d'action pour une coopération plus dynamique entre Ouagadougou et Accra. La réunion des experts qui se tient à Ouagadougou sera sanctionnée par une feuille de route pour la rencontre des ministres. Elle aura lieu d'ici la fin de l'année. Cérémonie de remise officielle hier à Niamey du document de la politique nationale de développement du numérique PNDA, couplé à la mise en place du comité chargé d'élaborer la stratégie d'accès universel aux services numériques. C'était sous la présidence du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Hadi Ali Salatou. Eh bien, c'est un compte rendu d'Abdulkader Abdourahmane de la Radio du Niger. La politique nationale de développement du numérique PNDN a été conçue de manière participative et inclusive grâce à la contribution d'experts nationaux issus des différentes composantes de l'écosystème du numérique, entre autres l'administration publique, le secteur privé et la société civile. Avant la remise du document, le président du comité d'élaboration du dit document, Manchoul Abdel Nasser, secrétaire général du ministère en charge de la communication, rappelait les grands axes autour desquels s'articule la politique nationale de développement du numérique. Cette politique s'articule autour de 3 axes majeurs. Le renforcement de la gouvernance et de la sécurité du secteur, le développement des infrastructures et des services numériques, le développement des compétences et de l'innovation mondiale. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Hadi Ali Salatou. Ça a été un travail inclusif, national. Vous venez de donner une orientation, une qibla à l'ensemble de toutes nos actions présentes, futures, une orientation commune afin d'avoir un effet de synergie commun qui s'appliquera à l'ensemble de l'administration publique, éventuellement secteur privé. Cette cérémonie témoigne de l'engagement ferme des autorités à faire du numérique un pilier de développement durable et de la modernisation de l'administration au Niger. Actualité hors de nos frontières à présent, le Cameroun est toujours dans l'attente des résultats officiels 3 jours après la présidentielle de dimanche 12 octobre à laquelle Paul Biya brigue un 8e mandat. Une attente sous tension marquée par un face-à-face entre le candidat Issa Chiroma Bakary et l'administration. Je vous l'annonce dans les titres également. Madagascar dans l'actualité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine condamne fermement la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar. Le colonel Randrianiran prêtera serment demain vendredi comme président de la refondation de la République de Madagascar. La cérémonie doit se tenir à Antananarivo. Est de la République démocratique du Congo dans l'actualité après la signature mardi 14 octobre à Doha du mécanisme conjoint de vérification des cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le groupe politico-militaire AFC M23. Les discussions se poursuivent dans la capitale qatarienne. Encore une étape avant d'entrer dans le vif du processus de paix, l'ouverture du dialogue sur les causes profondes du conflit. Les États-Unis, plus de 4000 limogeages de fonctionnaires décrétés par le président américain Donald Trump ont été stoppés hier par une juge fédérale saisie par les syndicats de la fonction publique. Cette magistrate estime que les employés fédéraux mis à la porte pendant le shutdown ont été victimes de décisions politiques et qu'il s'agit d'un processus illégal. Elle rappelle l'administration à l'ordre en lui intimant de respecter les lois américaines. Du sport, dans ce journal, leçon du sport du jour, eh bien, elle s'intéresse aujourd'hui au 4e arbitre en football. Mais avant, en basketball, le Mali accueille une fenêtre du tournoi qualificatif pour la Ligue africaine de basketball, BAL 2025. Et en football, le préparatif Coupe du Monde des moins de 17 ans Qatar 2025. Les Aiglonnais du Mali ont quitté Bamako pour Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et pendant ce temps, ici à Bamako, le tournoi U17 de la zone A de l'UFOA. La finale opposera le Sénégal et le Mali. Voyons tout cela avec Abdelkarim Kaba. Tournoi U17 de la zone A de l'UEFOA, la finale opposera le Sénégal et le Mali. Oui, le Sénégal et le Mali est l'affiche de la finale du tournoi UEFA A Bamako 2025, qualificatif pour la CAN de la catégorie en 2026. En deuxième demi-finale au stade Mamadou Konaté, les nôtres l'emportent 2-1 face à la Guinée.
Déjà en première demi-finale, le Sénégal avait dominé la Guinée-Bissau par le score de 4-0. Ainsi, le Sénégal et le Mali se qualifient pour la grande finale du tournoi, mais surtout pour la phase finale de la CAN U17 prévue au Maroc en 2026. Toujours en football, préparatif de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Qatar 2025. Les Aiglons du Mali ont quitté Bamako pour Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, les jeunes de Adama Djefla Diallo effectueront un stage de préparation de quelques jours, ponctué de matchs amicaux. Les techniciens maliens et ses poulains profiteront du séjour émirati pour s'acclimater et prendre la direction du Qatar en vue de la Coupe du Monde des cadets prévue du 3 au 27 novembre prochain. Pour rappel, le Mali est logé dans le groupe L en compagnie de l'Autriche, la Nouvelle-Zélande et l'Arabie Saoudite. Basketball. Le Mali accueille une fenêtre du tournoi pour la Ligue africaine de basketball BAL 2025. Le tournoi qui s'ouvre demain prendra fin le 19 octobre prochain dans le groupe A. En plus du CRBT champion du Mali, les équipes attendues sont AS Douane de Burkina Faso, le Centre fédéral de la Guinée et Al-Ali de la Libye. Déjà hier soir, les délégations libyennes et burkinabées sont arrivées à Bamako. Mohamed Namakeïta était à leur accueil à l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous. La délégation libyenne de Al-Ali Benghazi est la première à fouler le sol malien en vue de participer à la première fenêtre de balle à Bamako. Si le vol a connu un léger retard, l'entraîneur Ahmed Omar rassure que tout va bien et que son effectif est au grand complet. Une heure après l'arrivée des Libyens, c'est le tour de l'AS Douane Basketball du Burkina Faso. Le président de l'équipe championne de première division de basketball du Burkina Faso s'est réjoui que cette compétition ait lieu surtout à Bamako. Ousseini Pak Belegem, président de l'AS Douane Basketball du Burkina Faso. Merci donc à FIBA. Et merci aussi aux autorités maliennes qui ont facilité donc l'arrivée de notre délégation en terre AES. Nous nous sentons vraiment chez nous et le vol s'est très bien passé. Je pense que c'est une première expérience, historique d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'une équipe championne du Burkina participe à la boule. Et nous sommes vraiment contents d'être là et nous pensons vraiment repartir avec de bons résultats. Rappelons que ce tournoi regroupera du 17 au 19 octobre à Bamako le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, le centre fédéral de Guinée-Conakry, Al-Ali Benghazi de la Libye et l'AS Douane Basketball du Burkina Faso. Seules les deux meilleures équipes participeront à la deuxième fenêtre de la balle 2025. À présent, la leçon de sport du jour. Les arbitres jouent un rôle important dans un match de football. Et la leçon de sport du jour s'intéresse aujourd'hui au 4e arbitre en football. La leçon de sport du jour, c'est avec Isaac Tchenou. Dans le football moderne, il est habituel qu'une rencontre soit arbitrée par un quatuor. La fonction du 4e arbitre reste pourtant méconnue. Il participe aussi à la gestion de la rencontre, bien que son rôle ait évolué avec l'arrivée de la VAR. Ibrahim Abouakin Haïdra, instructeur national des arbitres, nous en dit plus. Le 4e arbitre est chargé de contrôler les procédures de remplacement, de vérifier l'équipement des joueurs et des remplaçants, de contrôler les retours d'un joueur sur le terrain après un signal, c'est-à-dire l'autorisation de l'arbitre, de contrôler les ballons de remplacement, d'indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l'arbitre à la fin de chaque période de jeu, y compris la prolongation, d'informer l'arbitre en cas de comportement déplacé de toute personne présente dans la surface technique. Il se place entre les deux bancs de touche et veille à ce que les entraîneurs ne sortent pas de leur zone. Il ne peut cependant pas procéder à des expulsions, mais seulement en référer à l'arbitre principal qui prendra ensuite la décision. Dans le football moderne, le 4e arbitre participe beaucoup à la gestion globale du match. Par exemple, il peut siffler des fautes lorsqu'il a un meilleur angle de vue que l'arbitre central. Il peut aussi aider l'arbitre assistant dans les indications des rentrées de touche. Il est appelé à remplacer l'arbitre principal ou l'un des arbitres de touche en cas de blessure ou d'indisponibilité, nous dit Ibrahim Abouakin Haïdra. Le 4e arbitre est généralement un arbitre de centre et est habilité à remplacer l'arbitre central si ce dernier est dans l'incapacité de poursuivre le match. Cependant, dans un match, lorsqu'un arbitre assistant de réserve n'est pas désigné, le 4e arbitre doit remplacer l'un des assistants qui serait dans l'incapacité de poursuivre le match. Le 4e arbitre est habilité à faire remonter à l'arbitre principal les comportements outrepassant le règlement qui ne serait pas vu par l'arbitre principal et ses deux assistants. Chronique judiciaire.
Les atteintes aux biens publics se multiplient souvent dans l'indifférence générale. La section 5 du Code pénal du Mali sanctionne pourtant sévèrement ces crimes. Loin d'être anodins, ces actes représentent un coût élevé pour l'État et donc pour chaque citoyen. Ils sapent la confiance dans les institutions et fragilisent le lien social. Alors, qui sont les auteurs de ces délits? Quels biens sont concernés? Enquête sur une réalité trop souvent banalisée dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Chaque année, des milliards de francs CFA échappent au contrôle de l'État dans l'opacité la plus totale. C'est l'intérêt général qui en paye les prix, victime d'une indifférence croissante et d'un manque de vigilance systémique. Boubacar Galadjo Camara, substitut du procureur général. Res publica non est privata. La chose publique n'est pas une affaire privée. Peculatus est criminum reniam. Le détournement est le crime des royaumes. Je disais que la chose publique n'est pas une affaire privée, elle est sacrée. Voler l'État, c'est trahir deux fois. Trahir la loi, trahir le peuple. La criminalité d'agents publics est une double infraction juridique et morale. La justice ne se négocie pas, la justice se rend. Et lorsqu'il s'agit de la dilapidation des biens de la République, elle se rend avec rigueur, avec hauteur et avec exemplarité. Derrière ces atteintes répétées au patrimoine collectif, des responsabilités bien réelles se dessinent et avec elles des silences parfois complices, souvent coupables. L'article 102 qui dit constitue le crime de faux toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui est commise dans un écrit avec intention coupable, soit en dénaturant la substance ou les circonstances de l'acte, soit en écrivant les conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas, soit par fabrication de tout ou partie d'un document, etc., etc. La gestion des biens publics censée incarner la rigueur et la transparence révèle trop souvent une face sombre, celle des abus du pouvoir, du laxisme administratif ou du cynisme politique. L'article 106 a le caractère de bien public. Les biens appartenant aux institutions et organismes suivants, l'État et les collectivités publiques, les sociétés et entreprises d'État, les établissements publics, les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations des 10 organismes, les associations reconnues d'utilité publique, les organismes à caractère industriel ou commercial dont l'État ou d'autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital, etc., etc. Le code pénal est pourtant clair. Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics est tenu de préserver les ressources qui lui sont confiées. Porter atteinte au bien public, c'est trahir un pacte social. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à 2 millions de francs, la peine sera de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Lorsque le montant du préjudice est égal à 10 millions, mais inférieur à 20 millions de francs CFA, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à 20 millions de francs CFA, mais inférieur à 50 millions de francs CFA, la peine sera de 20 ans de réclusion. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à 50 millions de francs CFA, la peine sera la réclusion à perpétuité. Dans les cas prévus par les mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre les condamnés une amende allant de 20 000 à 500 000 francs CFA. L'interdiction de séjour de 2 à 20 ans pourra être prononcée dans les cas prévus. Face à cette lente dégradation de notre patrimoine commun, trop nombreux sont ceux qui détournent les regards. Il est pourtant bon de rappeler que les biens publics ne sont la propriété de personne. Ils appartiennent à tous et les défendre, c'est protéger notre avenir collectif. Ce qui est bien dit, Garibou Pérou. Vous le savez certainement, depuis hier, Zoumana Sako n'est plus. Il s'agit de l'ancien Premier ministre de la transition de 91 à 92, nommé par le président Amadou Toumani Touré après la chute du régime de Moussa Traoré. Il a eu la lourde tâche de piloter la transition démocratique, la première d'ailleurs du pays. Clin d'œil sur l'homme avec Sori Ibrahim Keïta. Avoir à la fois une tête bien faite et les pieds sur terre, une telle race d'hommes, surtout d'État, ne fait pas les gens. Pourtant, Zoumana Sako en était une illustration parfaite. Genre d'esprit brillant, premier à l'école et locomotive dans la vie professionnelle. C'est d'abord à l'école qu'il s'illustre.
premier national ODF en 1967 à Mopti, puis au bac 3 ans plus tard au lycée Askia Mohamed. Le voilà avec la plus haute distinction académique décernée par une université de Pennsylvanie aux États-Unis, assorti d'un doctorat en économie du développement, après un master en planification de gestion de projets. Boulevard ouvert donc pour une carrière professionnelle de rêve. Haut fonctionnaire au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'éminent économiste du développement deviendra un architecte de la modernisation et de la bonne gouvernance de l'administration. Ministre des Finances 1986-87, il retarde la chute du régime titubant d'alors du président Moussa Traoré, méritant le surnom très flatteur de monsieur le ministre Salaire, au moment où la belle machine écono-financière du pays était grippée. En 1991, arrive à la tête du pays un certain Amadou Toumani Touré, sorti du bain révélateur de la révolution du 26 mars 1991. Ce dernier jette son dévolu sur cet enfant de Niamina, avec qui il formera un duo infernal jusqu'à la passation du témoin au nouveau et premier président élu de la démocratie, Alpha Oumar Konaré, en juin 1992. Il est donc Premier ministre de la transition du 2 avril 1991 au 9 juin 1992. Il fonde et dirige la Convention nationale pour une Afrique solidaire CEDAS Faso RE, qu'il investit comme candidat à la présidentielle de 2013. Pour les présidentielles de 2002 et de 2007, il soutient la candidature d'ATT. Auparavant, en 1997, pour être précis, il s'était présenté à la présidentielle avant de retirer sa candidature pour protester contre ce qu'il appelle les fraudes. Reconnu pour son intégrité, sa rigueur, un chapelet de préjugés favorables lui sont collés à la peau par ses connaisseurs. Patriote, honnête, homme de poigne, intègre, brillant, qui tient à sa parole comme à la prunelle de ses yeux. À 75 ans, indigne, pas comme les autres, s'en est allé discrètement. Ainsi prend fin ce journal présenté par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Mamadou Bedialo, mise en ligne chez Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Nos programmes continuent. Les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly juste après à la page météo. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, agréable journée à tous sur le RTM.